Le plaisir d'accueillir Cédric Villani, qui est directeur de l'Institut Henri Poincaré. Cédric Villani est un spécialiste des équations de physique des gaz et des plasmas. C'est un analyste qui s'intéresse à des questions de géométrie et de probabilité. Cédric Villani a obtenu la plus haute distinction en mathématiques, qui est la médaille Fields, en 2010. Il est attaché au contact avec les non-spécialistes de sa discipline et un exemple assez parlant de cet attachement, on le trouve dans le livre qu'il vient de faire paraître, publié chez Grasset, qui s'appelle Théorème vivant. Théorème parce qu'il est évidemment question de mathématiques, et plus exactement d'une démonstration, de l'histoire d'une démonstration. Vivant parce que c'est sous tous les aspects qui peuvent apparaître parfois connexes, si j'ose dire, en mathématiques, que cette question du théorème est abordée. Comment vit un mathématicien, comment lui viennent ses idées, avec qui doit-il collaborer pour avancer. Voilà certaines des questions qui sont envisagées dans ce livre et que j'aimerais discuter avec lui, une espèce de dialogue à deux voix, puisque ces questions-là, qui sont un peu les questions de l'atelier du créateur, des coulisses de la création, sont, je crois, souvent assez mal connues du grand public et du public même un peu spécialisé, et qu'en plus, j'ai pensé qu'une question, qu'une séance qui s'attacherait à cette question de la créativité était bienvenue après celle où il a été question d'improvisation. Alors, je vais rappeler les circonstances dans lesquelles j'ai connu Cédric Villani. Nous avons été étudiants ensemble à l'École normale supérieure. Cédric, que l'on appelait à l'époque Marsu, ou le Marsu, a été ensuite rapidement président du COF, qui est un sigle assez étonnant qui désigne le comité d'organisation des fêtes, ce que partout ailleurs on désigne sous le nom de bureau des élèves, mais évidemment que l'école normale se singularise. Cédric Villani est pianiste. Nous avions beaucoup échangé d'enregistrements à l'époque. Nous avions échangé nos impressions à l'issue de concerts. Nous nous sommes rendus compte d'ailleurs que les goûts musicaux sont assez proches, encore récemment. Je crois que l'un des côtés par lesquels on pourrait aborder cette discussion serait un peu lié à la question peut-être de l'enseignement et de la question de savoir si la créativité peut s'enseigner, puisque j'enseigne moi-même à l'École normale supérieure et cette année au Collège de France. Cédric Villani a très longtemps enseigné et continue d'enseigner. Et je crois que dans cette question qui lie un petit peu ces deux activités souvent considérées comme complémentaires, que sont l'enseignement d'une part, la recherche de l'autre, nos points de vue peuvent être intéressants. Donc, je lance la discussion. À toi, Cédric. Merci, Carole. Merci, Carole. C'est un plaisir d'être ici pour évoquer des questions mathématiques, des questions musicales, des questions surtout de créativité. Et c'est un peu une sorte de symétrique d'une situation que j'ai connue moi-même assez régulièrement sur des plateaux radio ou des plateaux de télévision, quand on pose des questions sur tel ou tel aspect mathématique. Ça m'arrive assez régulièrement de faire allusion à des questions musicales. Pourquoi ? Parce que dans la musique comme dans la mathématique, il y a une sorte d'élément abstrait, il y a quelque chose qui est comme un langage universel. La musique, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais il s'agit de traduire en notes de musique des choses qui peuvent être des choses concrètes. On a vu des exemples tout à l'heure dans la science d'improvisation, des thèmes concrets qui ont été rendus sous forme d'impression, tant soit peu abstraites, par Carole. Et ça parle à tout le monde les connaît. Alors, quand on vous pose des questions délicates sur quelque chose qui se passe dans la sociologie mathématique, souvent c'est facile de faire appel à une analogie musicale. Et donc c'est la situation symétrique où je me retrouvais à invoquer la musique. Exemple typique, question qu'on me pose, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Villani, la beauté en mathématiques? Vous en parlez tout le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a de beau en mathématiques? Alors là, on est bien embêté quand on a ça comme question, mais on essaie de trouver un parallèle. Vous voyez, la beauté en musique, comment vous la définiriez? Et puis il y a des éléments de surprise, il y a des éléments de réponse harmonieuse entre différents quotients d'un orchestre, avec des métaphores comme ça, musicales, dans un domaine que tout le monde connaît, vous arrivez à vous sortir de ce genre de questions, à tenter de vous sortir de ce genre de questions délicates. Et là, c'est un peu la situation inverse, puisque c'est Carole qui est venue chercher un mathématicien pour illustrer la discussion.
Alors, maintenant, pour lancer effectivement sur le thème, comme tu l'indiquais, la créativité, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que tous les cours importants, tous les établissements d'enseignement supérieur qui se respectent, qui sont très fiers de leur nom, que ce soit l'école normale supérieure ou n'importe quelle grande école française ou n'importe quelle grande école européenne ou américaine, tirent sa fierté non pas tant de ce qu'elle enseigne à ses élèves, mais de ce qu'elle leur apprend à découvrir. L'idée que si vous êtes passé par telle école, eh bien, vous êtes prêt à faire des découvertes, vous êtes prêt à affronter des situations assez différentes. D'où la question corollaire, comment diantre enseigne-t-on, peut-on transmettre la créativité? Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile. S'il y avait une recette toute connue, je pense que ça se saurait, on l'aurait fait breveter, les gens en tireraient beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de recette connue. Il y a un certain nombre d'ingrédients, on pourra aborder la question sous un angle un peu plus général, comme je le donnais comme titre, qu'est-ce qui favorise le développement des idées? Mais il faut bien se rendre compte, là, derrière la question que pose Carole, il y a quelque chose de profond que tout établissement d'enseignement supérieur a à résoudre. Comment faire pour transmettre à mes élèves une capacité créatrice sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière cette capacité créatrice? Alors, dans le cas de la composition, c'est un peu la même chose. C'est une question qui m'est souvent posée. Est-ce que la composition s'enseigne? Première réponse, ce serait non, c'est impossible. Un professeur ne peut être là que pour éventuellement vous orienter vers telle ou telle idée qu'il verrait sur une partition que vous lui soumettez. Alors, plus précisément, il y a un certain nombre de problèmes assez pratiques dans la question de l'enseignement de la composition qui se posent. C'est d'abord, qu'est-ce que vous allez montrer à votre professeur quand vous êtes un apprenti compositeur? Vous pouvez lui montrer une partition, c'est vrai, mais c'est une chose dont vous faites l'expérience quand vous êtes un compositeur déjà assez aguerri, c'est que vous êtes finalement très seul. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un romancier pourra toujours, ou pratiquement toujours, s'il a confiance en ses pairs, ou en certains de ses pairs, lui donner à lire une vingtaine de pages, la moitié, peut-être la totalité d'un roman qu'il vient d'écrire. Ça ne posera pas trop de problèmes. En revanche, quand il s'agit de musique et que vous savez, par exemple, qu'une partition d'orchestre avec, on va dire, une vingtaine de parties réelles et puis 3 pages simplement d'orchestre représentent environ 15 secondes de musique et que le temps de concentration pour que quelqu'un qui n'est pas vous qui l'avez écrit pour essayer de se représenter mentalement ce que c'est, eh bien, représente, je ne sais pas, quelque chose comme 1 heure de votre temps, c'est pas facile de se dire qu'un compositeur va pouvoir vous suggérer, à partir de la partition qu'il a, comment ça sonne et ce qu'il faudrait faire éventuellement pour, entre guillemets, améliorer la chose. Donc, difficulté pratique de ce point de vue. C'est pour ça que très souvent, les professeurs de composition sont en réalité des professeurs d'analyse, qui vont, à partir de ce qu'ils ont entendu de vous, c'est-à-dire non pas une œuvre qui est en train de se faire, mais qui a déjà été donnée, qui est un peu votre personnalité de compositeur, qui s'est déjà plus ou moins affirmée, il va vous dire ce serait bien que vous alliez dans telle ou telle direction et que vous consultiez les partitions de tel compositeur, qui soit est assez proche de votre langage, qui sera de ce point de vue un modèle à essayer de suivre, soit au contraire assez différent, mais dont les différences vont pouvoir irriguer votre travail dans un sens qui peut être fécond. Ça, c'est une autre des possibilités. Maintenant, je fais partie de ces compositeurs probablement très vieille école, qui pensent que la meilleure école de composition, c'est le pastiche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que depuis assez longtemps dans nos établissements supérieurs dont parlait Cédric, on peut dire qu'en matière de musique, ont été dissociés, et très nettement dissociés, d'une part ce que l'on appelle les classes d'écriture musicale, où sont enseignés l'harmonie, le contrepoint, la fugue par exemple, l'orchestration aussi, et d'autre part les classes de composition qui souvent sont totalement déconnectées des premières. Et vous pouvez avoir des compositeurs qui ont un niveau en matière d'harmonie et de contrepoint qui est très faible, et en revanche d'excellents pasticheurs qui sont capables de vous écrire de très belles fugues dans le style de Bach, qui sont capables d'écrire un mouvement de sonate
dans le style de Brahms pour 2 pianos ou pour quatuor avec piano qui sera absolument admirable et qu'on aura du mal à dissocier du modèle, mais qui, pour telle ou telle raison, ne seront pas compositeurs parce qu'ils n'osent pas franchir le pas de la composition. Je crois que pour que la composition puisse s'enseigner, il faut que l'on puisse avoir des apprentis compositeurs qui est un métier impeccable, et ce métier, j'affirme, même si je sais que c'est polémique, qu'il n'y a rien de mieux que les classes traditionnelles d'apprentissage de la musique que sont les classes de contrepoint, d'harmonie, de fugue éventuellement, d'orchestration éventuellement, pour l'acquérir, et les classes de composition à côté. Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Carole dans lesquelles je retrouve des expériences bien connues dans l'exercice mathématique et d'autres qui sont plus particulières. D'abord, cette question dont tu as parlé sur la solitude du compositeur, on la ressent un petit peu quand on est mathématicien. On ne peut pas faire lire sa production mathématique à n'importe qui. On peut partager un résultat mathématique une fois qu'il est accompli à un très grand nombre, à condition de tricher, de tricher plus ou moins, selon que ce sont des scientifiques ou pas, selon que ce soit des analystes ou pas, disons dans mon cas, selon que ce sont des scientifiques ou des gens qui n'ont, des lycéens ou des gens qui n'ont pas fait d'études scientifiques depuis très longtemps. Mais quand il s'agit de mettre sur pied une démonstration qui tient debout, ça s'effectue dans un très petit circuit. Soit c'est vous-même, soit c'est vous-même et votre collaborateur, soit un deuxième collaborateur. Quand il s'agit vraiment de composer la chose et de l'examiner en cours de route, là vous êtes un très petit nombre. Dans l'ouvrage que décrivait Carole, on est 2 à travailler presque en continu sur la démonstration et on ne la montre à personne. On discute à un tel et tel de tel ou tel problème, de telle ou telle difficulté technique, on récupère des idées. Les échanges sont fondamentaux pour nourrir la réflexion, pour nourrir aussi la créativité, absolument fondamentaux. Mais à la fin, l'écriture en elle-même, elle est le fait seulement de l'auteur et de son collaborateur, un très petit nombre d'habitudes en mathématiques. On retrouve aussi, alors il y a une raison aussi qu'on trouve, Carole parlait de la difficulté de conceptualiser une partition, de la traduire, soit dans sa tête, soit en exécutant une version réduite, une partition qui est une représentation qui ne parle pas directement. Même chose en mathématiques, il s'agit de traduire dans la tête du mathématicien les symboles mathématiques en des concepts qui sont agencés de telle sorte que le mathématicien, dans sa tête, a une représentation des différents morceaux de la démonstration, comment les uns influent sur les autres, et ainsi de suite. Une différence majeure, une faute de style ou de composition, peut-être qu'elle est embêtante, mais elle n'est pas une menace pour l'ensemble de la composition, alors qu'en mathématiques, s'il y a une faute sur la composition, tout s'écroule. De ce point de vue-là, la pratique mathématique a une difficulté supplémentaire par rapport à la pratique musicale. En revanche, dans l'autre sens, un avantage mathématique par rapport à la musique, c'est que si vous avez quelque chose à démontrer en mathématiques, vous pouvez utiliser plusieurs variantes, ou prendre des gros sabots à un moment pour démontrer posément tel point, ou prendre votre temps, et ça ne posera pas de problème. Alors qu'en musique, si on fait comme ça, on peut se retrouver avec quelque chose qui est inélégant et qui sera jugé avec un défaut qui peut être grave. De ce côté-là, il y a une facilité du côté mathématique qu'on n'a pas du côté musical. Maintenant, ce qui est parfaitement similaire dans ce que décrivait Carole, c'est dans la question de la transmission. Le problème, vous avez un maître, un élève. Comment on va faire pour qu'il puisse s'approprier un ensemble de techniques, mathématiques dans ce cas, et puis créer? Et c'est quelque chose qu'on connaît bien quand on est patron de thèse. Arrive le moment le plus émouvant, très clairement dans une direction de thèse. C'est pas le moment où... Alors, il y a d'abord un cap quand l'étudiant comprend ce que vous attendez de lui. Ça, c'est dur. Hein. Vous commencez votre thèse, normalement, vous comprenez rien, mais alors rien du tout. Et puis arrive le moment où vous commencez à comprendre ce que le patron attend de vous. Et le patron, au début, il donne des instructions, il vous dit il faut faire comme ci, comme ça, en s'inspirant de ceci, en faisant cela, etc. Bon, ça, c'est pas mal. Et puis on avance, on arrive à faire des choses. Mais vraiment, ce qui compte pour le patron, c'est le moment où le thésard a sa première idée indépendante et où il est capable de la poursuivre. La première idée, d'habitude, elle ne marche pas, mais c'est pas grave, c'est le premier pas. Après, il y en a une autre qui peut-être ne va pas marcher, et puis une autre qui va marcher, et ainsi de suite. Et puis, petit à petit, la prise d'autonomie se fait. Il s'agit plus d'une... Qu'est-ce qu'on va dire? Il y a une sorte d'apprentissage par 2 mécanismes principaux.
je dirais, d'une part, il y a l'accompagnement, genre comme si vous tenez la main de quelqu'un qui apprend à écrire, et puis vous lui montrez comment faire les lettres et tout ça, jusqu'à ce qu'il arrive à faire ses propres lettres, et puis après, imaginez les mots qu'il va écrire lui-même. Au début, vous donnez des instructions, et puis vous restez avec lui pour vérifier qu'il comprend bien. Et puis deuxième, bien sûr, et là je me reconnais aussi bien, il y a la question de l'analyse, où vous décryptez une œuvre mathématique, et vous dites, ce qui est important, c'est ça, ça et ça. Et cette idée-là, elle ressemble à tel article, et pour avancer, il faut que tu regardes tel article et que tu vois telle autre chose. Donc un travail je ne vais pas dire de déconstruction, mais où on dépouille le travail mathématique qu'on étudie jusqu'à son squelette, on donne à étudier le squelette et on explique, voilà l'architecture. Et après, il y a toute la question d'arriver à apprendre, pour l'étudiant, d'arriver à se représenter, pour un même problème mathématique, la forme générale d'ensemble, ce qui fait la progression générale des idées, les différentes boîtes à outils qui sont ouvertes au fur et à mesure, et puis sur une couche plus en détail, le détail des toutes petites astuces techniques. Alors, toujours pour rester dans le domaine du concret, du très concret, il y a une question que j'aimerais te poser, Cédric, qui est liée vraiment à savoir s'il y a des moments propices, particulièrement propices à la créativité. Je vais faire référence ponctuellement à une interview de David Lodge qui est parue récemment dans le magazine Lire, un numéro de janvier 2012. Vous connaissez peut-être David Lodge, qui est à la fois romancier et universitaire britannique. Et Lodge répond à la question « Avez-vous des rituels au moment d'écrire ?» Pas vraiment. Je sais que mon métabolisme est plus alerte au petit matin et donc je m'arrange pour réserver mes matinées à l'écriture. Cela dit, il m'arrive parfois d'écrire à nouveau vers la fin de l'après-midi lorsque je sors de ma torpeur post-déjeuner. Mais la vérité, c'est que lorsque vous êtes en phase d'écriture, vous ne vous contentez pas d'écrire derrière votre bureau, vous y pensez tout le temps. Certaines de vos meilleures idées surviennent lorsque vous êtes étendu sur votre lit. Alors, as-tu, Cédric, un rituel de la composition? Et j'imagine que tu es habité par tes démonstrations, alors même que tu fais apparemment autre chose. Comment est-ce que ça se passe? Oui, question excellente problématique. D'abord, effectivement, quand vous êtes face à, que ce soit une composition, une création, une démonstration mathématique à créer, arrive le moment où vous êtes habité par la démonstration. Où d'abord, ça vous occupe le plus clair de vos temps ça peut vous occuper le plus clair de vos temps pendant les journées, vous pensez à ça et vous y repensez. Et puis aussi, ça travaille dans votre esprit sans que vous vous en rendiez compte, peut-être la nuit, peut-être le jour quand vous faites toute autre chose. Et il y a un aller-retour entre les fonctions conscientes du cerveau et les fonctions inconscientes. L'un et l'autre se passant le relais assez régulièrement. Ça, c'est une dynamique qu'on connaît bien quand on est mathématicien. De temps en temps, on est coincé et il faut attendre que la partie inconsciente vienne décoincer les choses sans qu'on sache trop comment. On appelle ça l'inspiration, faute de mieux. La question des rituels, elle a son importance parce qu'elle vous met dans les conditions éventuellement propices pour que votre cerveau puisse faire usage aussi bien de la partie consciente que de la partie inconsciente. Et ça va varier considérablement d'une personne à l'autre. Dans mon cas, comme je le décris d'ailleurs dans mon ouvrage, je travaille souvent le soir, voire la nuit. Ça va être, par exemple, le matin et puis tard la nuit. C'est souvent à grands coups de thé. Pour d'autres, ça va être le café. C'est presque toujours en musique, souvent avec une musique qui tourne en boucle, qui peut changer d'un jour à l'autre, mais sur une même journée, je vais écouter la même chanson 40 fois, par exemple, en même temps que je réfléchis et que je me concentre. Et puis, il y a aussi toute une gestuelle, rituel qui peut accompagner la réflexion du cerveau. Par exemple, ça va être écrire en boucle les mêmes formules. On l'écrit une fois, on l'écrit une deuxième fois, on l'écrit une troisième fois, une quatrième fois, tout en réfléchissant. Et il se passe quelque chose. Il y a avec le geste, avec l'écriture, vient se former une combinaison mentale, quelque chose à quoi vous faites référence. Vous y revenez plus tard, vous êtes en train de construire un brouillon, mais en même temps, une série d'états mentaux auxquels vous aimez bien vous raccrocher, dans lesquels vous espérez que va surgir la petite étincelle. Peut-être, je vous propose de vous lire un petit, si on n'est pas trop contraint par le timing, Carole, je vais vous lire un petit texte d'Henri Poincaré,
qui, mieux que tout ce que je pourrais vous dire, vous parlera de cette question du rôle que peut avoir un rituel et puis du fait qu'un problème travaille sans qu'on en ait conscience. Et c'est fondamental justement d'arriver à exprimer ces choses. C'est un texte que j'ai lu aux quatre coins de la France cette année dans des conférences publiques parce que c'est le centenaire de la mort d'Henri Poincaré, symbole, s'il en est, parmi les mathématiciens français, avec Évariste Galois, disons, du génie créatif à l'œuvre. C'est un épisode assez célèbre qui s'appelle l'épisode du marchepied. Une petite, je vous dis un truc au préalable, qui est un procédé que j'ai repris sans me rendre compte au début dans mon ouvrage. Poincaré c'est un texte qui s'adresse à tout le monde, mais dans lequel vous aurez des mots techniques non expliqués. Et vous verrez, vous n'avez aucune chance de comprendre les mots techniques, mais alors absolument aucune chance. Simplement, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le problème. Il est là pour vous demander de vous concentrer sur le reste, l'environnement précisément, les rituels, les circonstances. Et ces mots techniques, il va parler des fonctions fuchsiennes, remplacez-les par les fonctions schtroumpfiennes ou ce que vous voulez, ça n'a aucune importance, donnez-leur le nom que vous voulez, c'est un objet mathématique auquel il s'intéresse. Il est temps, nous dit Poincaré, il est temps de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans l'âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de rappeler des souvenirs personnels. Je vous demande pardon, je vais employer quelques expressions techniques. Mais elles ne doivent pas vous effrayer et vous n'avez aucun besoin de les comprendre. Je dirais par exemple, j'ai trouvé la démonstration de tel théorème dans telle circonstance. Ce théorème aura un nom barbare, que beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas, mais cela n'a aucune importance. Ce qui est intéressant pour le psychologue, ce n'est pas le théorème, ce sont les circonstances. Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fuchsiennes. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais 1 heure ou 2, j'essayais un grand nombre de combinaisons et je n'arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude. Je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule, je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que 2 d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Je n'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures. Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de 2 séries. Cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie. L'analogie avec les fonctions elliptiques me guidait. Je me demandais quelles devaient être les propriétés de ces séries, si elles existaient, et j'arrivais sans difficulté à former les séries que j'ai appelées θ-fuchsiennes. À ce moment, je quittai Caen, que j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification, je n'aurais pas eu le temps, puisqu'à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat et j'en tirai les conséquences. L'exemple des formes quadratiques me montrait qu'il y a des groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à la série hypergéométrique. Je vis que je pouvais leur appliquer la théorie des séries θ-fuchsiennes et que par conséquent, il existe des fonctions fuchsiennes autres que celles qui dérivent de la série hypergéométrique, les seules que je connusse jusqu'alors. Je me proposais naturellement de former toutes ces fonctions. J'en fis un siège systématique et j'enlevai l'un après l'autre tous les ouvrages avancés. Il y en avait un cependant qui tenait encore et dont la chute devait entraîner celle du corps de place. Mais tous mes efforts ne servirent d'abord qu'à me mieux faire connaître la difficulté, ce qui était déjà quelque chose. Tout ce travail fut parfaitement conscient.
Là-dessus, je partis pour le Mont Valérien où je devais faire mon service militaire. J'eus donc des préoccupations très différentes. Un jour, en traversant le boulevard, la solution de la difficulté qui m'avait arrêté m'apparut tout à coup. Je ne cherchais pas à l'approfondir immédiatement, et ce fut seulement après mon service que je repris la question. J'avais tous les éléments, je n'avais qu'à les rassembler et à les ordonner. Je rédigeai donc mon mémoire définitif d'un trait et sans aucune peine. Voilà. Un texte qui donne à méditer. Comme vous l'avez remarqué, Poincaré, il oscille, il dit bien, il oscille entre les moments où il réfléchit intensément et consciemment, et où il fait appel à son expérience, à son savoir, et les moments où ça survient comme ça. La nuit, parce qu'il a bu du café noir, au bord d'une falaise, en traversant le boulevard pendant son service militaire, toutes sortes de situations. Avec à chaque fois la brièveté, le sentiment de certitude immédiate. On connaît ce genre de choses, on appelle ça élimination, on connaît bien ça. D'habitude, c'est pas aussi spectaculaire que Poincaré. D'habitude, ça vient par petites touches. De temps en temps, il y en a une grande, éventuellement. Mais ce sont les moments où il s'est passé quelque chose qu'on n'arrive pas à analyser. Poincaré lui-même, il est incapable de dire pourquoi ça lui vient, cette révélation, que le machin ici, le truc sur lequel il a travaillé un moment, c'est relié à un autre truc qui semblait n'avoir rien à voir. Et là, évidemment, il y a un progrès considérable qui se fait à chaque fois. Remarquez aussi le rôle de l'analogie dans la façon dont il représente les choses, dans la façon dont il étudie un problème. Il fait des analogies entre différents domaines, il fait aussi des analogies avec le domaine militaire. Il parle de corps de place, il parle de siège, il parle de stratégie. Souvent, on pense à ça. Quand on attaque un problème abstrait, un problème mathématique, on va se représenter différents ingrédients comme différents endroits ou des places fortes. On va attaquer selon tel angle, on met au point une stratégie, et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de choses dans ce texte. C'est très rare les textes comme ça, qui nous parlent du processus de création écrit à la première personne par quelqu'un qui est l'un des plus grands qu'on ait jamais eu. Peut-être que, Carole, ça t'éveille quelques réflexions. Ce genre de texte, malheureusement, est assez peu courant chez les compositeurs, et c'est bien dommage. Il y a comme ça tout de même un jeune musicien qui a eu la chance de connaître Brahms dans son extrême jeunesse, et qui a pu rencontrer Brahms et d'autres, coucher sur le papier le résultat des entretiens qu'il a eus avec eux, avec, dans le cas de Brahms d'ailleurs, l'obligation que cela ne puisse être publié que 50 ans après la mort de Brahms. Alors, dans le cas de Brahms, les choses sont très claires. Brahms parle effectivement de ce sentiment très curieux d'absolue certitude dans lequel il se trouve au moment où il pense avoir affaire à la bonne idée. Et c'est effectivement de l'ordre de l'illumination. Il se demande comment faire pour être frappé par la foudre, et il connaît ces moments assez incroyables où il a effectivement été frappé par la foudre. Brahms, c'est un cas assez singulier dans l'histoire de la musique, puisque c'est, à ma connaissance, un des rares compositeurs avec Ravel, également un compositeur au métier absolument impeccable sur tous les plans formels, harmoniques, orchestraux. Rare exemple de compositeur chez qui il n'y a pas de déchet du tout dans la production. Alors le fait que ce soit précisément chez ce compositeur-là, et je crois que à plusieurs reprises, Ravel, qui n'aimait pas beaucoup se confier, et surtout, il n'aimait pas énormément parler de son travail de compositeur, mais il l'a quand même fait un certain nombre de fois, que ce soit ces compositeurs-là qui n'ont laissé que des opus absolument parfaits, parfaitement achevés, qui ont préféré rayer de leur catalogue les œuvres qui n'étaient pas absolument certains de la qualité, c'est chez eux que l'idée d'une inspiration subite absolument foudroyante est la plus forte. Alors, toute proportion gardée, si je m'intéresse au moment qui me semblait plus propice à la composition moi-même, est-ce qu'il y a un camp déjà ? Je dois dire que le problème de la composition, c'est que c'est vraiment un luxe qui suppose que l'on ait effectivement beaucoup de temps devant soi. Pour que l'idée puisse éventuellement venir, ou plutôt pour que vous puissiez évacuer les idées qui vous paraissent sans intérêt et essayer de ne retenir que l'idée bonne, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, j'ai envie de dire, il faut que vous disposiez effectivement d'énormément de temps et que vous ayez une plage de loisirs ou de quasi-loisirs assez longue où l'idée pourra vous trotter dans la tête suffisamment longtemps pour que, effectivement, ce tri délicat entre
les mauvaises et les moins mauvaises puissent se faire. Ce qui laisse entendre que c'est bon de composer le matin parce qu'on a beaucoup de temps. Or, je me suis rendu compte que très souvent l'inspiration, peut-être comme Cédric, était la plus propice tard le soir. Souvent, c'est bien tard le soir, c'est bien la nuit, avec cette autre contrainte qui est que vous êtes souvent, dans ce cas, limité par vos propres capacités physiques et que votre résistance au sommeil, à tout ce qui peut vous détourner du droit chemin de la composition sera peut-être moins forte à ces moments-là. Pour le reste, je fais partie de ces compositeurs qui composent pratiquement toujours au piano, et je dois dire que si je m'intéresse aux compositeurs contemporains, sur les compositeurs pour qui j'ai de l'estime ou de l'admiration, sont tous des compositeurs qui composent au piano. Il y a peut-être une exception à cela, c'est Henri Dutilleux, qui a l'habitude de composer avec son piano droit dans son studio de travail qui est juste derrière lui, ce qui lui permet de contrôler immédiatement après qu'une idée lui est venue, cette idée dans une réduction au piano, mais sinon tous les compositeurs que je connais pour qui j'ai de l'estime composent au piano. Je pense d'ailleurs que bien des compositeurs qui disent entendre leur musique sans piano sont des imposteurs, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question de l'imposture dans quelques séances. Je compose au piano, comme certains des plus grands dans l'histoire de la musique, c'est le cas de Ravel, c'est le cas de Stravinsky, qui par ailleurs sont aussi des compositeurs qui non seulement trouvent leurs idées au piano, mais qui orchestrent au piano. Ce sont des compositeurs qui ont orchestré quantité d'œuvres qu'ils ont écrites au préalable au piano, et surtout chez qui le passage par le piano est une façon de coucher sur une espèce de monstre, hein, c'est un terme du jargon des compositeurs, c'est-à-dire une réduction pianistique qui n'est pas forcément faite pour être rejouée au piano, mais qui vous permet d'y voir plus clair. Ce monstre, donc, qui est comme une réduction au piano sur 2, mais parfois 3, 4 portées, est un préalable à ce qui va venir ensuite, qui sera une orchestration pour laquelle le piano vous permet d'imaginer des contre-champs, d'imaginer des sonorités, et c'est très paradoxal, vous entendrez mieux le corps anglais qui viendra sur votre plume si c'est joué par un piano que si c'est simplement dans votre tête qu'il sonne. Donc composer au piano, ce qui ne veut pas dire que les idées me viennent systématiquement au piano, loin de là. Les idées peuvent me venir au moment les plus inattendus parfois. Ce peut être dans un bain de solitude paradoxale, par exemple dans le métro, lorsque le métro est bondé. Je sais que Cédric a l'habitude de réfléchir dans les longs trajets qu'il peut faire sur le RER B. Je comprends tout à fait ce que ça peut vouloir dire. Donc, il faut une certaine forme de solitude, mais solitude qui peut être paradoxale. Pas besoin du tout d'être sur une île déserte pour bien composer, dans mon cas. Et j'ai envie de dire que, éventuellement, un spectacle idyllique que j'aurais sous les yeux, c'est-à-dire d'être dans un endroit absolument merveilleux, une nature riche, opulente, ou bien un paysage absolument divin, ne sont pas nécessairement les meilleurs adjuvants à la composition. Je peux être dans un petit cagibi en solitaire et peut-être que les idées me viendront d'autant plus facilement que j'aurai envie de transcender cette relative médiocrité par quelque chose qui me permettrait d'en sortir. Bon. Tout cela est évidemment assez relatif et assez subjectif. Mais cette idée d'illumination, c'est effectivement quelque chose qui est assez fréquente. Lorsque Cédric disait assez justement qu'il lui arrivait de tomber parfois sur les mêmes formules, de ressasser les mêmes formules et de ressentir ce besoin de ressasser ces mêmes formules avant d'aller vers autre chose. C'est un peu souvent, et mutatis mutandis, ce qui peut se produire au piano lorsque je suis avec l'instrument du piano en train d'essayer quelque chose dans cette espèce de ricercare dont parlent bien des compositeurs de l'époque de la Renaissance ou de l'époque baroque. Vous tâtonnez au piano, vous ne savez pas dans quelle direction vous allez, et puis brusquement, vous avez le sentiment que vous avez évacué un certain nombre d'idées qui ne vous mènent à rien, et puis il y en a peut-être une qui va vous mener à quelque chose d'un peu mieux. Et alors, ce moment, évidemment, un moment extrêmement profitable, c'est souvent d'ailleurs un moment douloureux, comme le serait probablement un accouchement, au sens où vous avez l'impression d'être effectivement dépossédé de vous-même et que c'est une forme de souffrance. Alors, j'en viens à une question que j'aimerais poser
à Cédric et qui, je fais toujours référence à la même interview très intéressante parue dans le magazine Lire de David Lodge, à la question « L'écriture est-elle pour vous une source de plaisir ou de souffrance ?» Lodge répond « Plutôt d'anxiété en fait. Je suis angoissé de nature et plus j'ai vu ma carrière littéraire s'établir au fil des années, plus j'ai appréhendé l'idée de ne pas réussir à maintenir mon niveau. J'étais beaucoup plus insouciant à mes débuts, je n'avais rien à perdre. J'aurais été déçu, bien sûr, si mes textes n'avaient pas été publiés. J'ai d'ailleurs connu quelques échecs à l'époque, mais je n'étais pas aussi préoccupé par leur réception qu'aujourd'hui. La vérité, c'est que le seul moment vraiment satisfaisant lors de l'écriture d'un livre, c'est celui où vous le terminez. » L'écrivaine anglaise Penelope Fitzgerald avait une jolie phrase pour résumer ce sentiment. « Je n'aime pas vraiment écrire des livres, mais j'aime les avoir écrits. » Donc, Cédric, la démonstration, enfin la créativité mathématique est-elle pour toi une source de plaisir ou de souffrance, première chose? Et y a-t-il dans le processus de création des moments où, je dirais, la créativité atteint son maximum? Est-ce que c'est seulement à la fin? Est-ce que c'est plutôt au début? Quels sont, on va dire, les moments dans le courant d'une démonstration où il te semble que ce taux d'adrénaline va être le plus fort? Oui, très dur à quantifier, et puis ça dépend des projets, ça dépend des moments, ça dépend de tellement de circonstances. Mais il est vrai, d'ailleurs, tout ça, il y a d'ailleurs l'ensemble de ton commentaire et la question et la remarque de Lodge, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve très bien. D'abord, quand on est lancé dans une démonstration mathématique, c'est un mélange de plaisir et de souffrance, et ça peut être beaucoup d'excitation, effectivement, et il est certain qu'il y a toujours un moment très anxiogène, c'est le moment où vous présentez le résultat aux autres. Et je pense que ça, c'est pareil pour toutes sortes de créations, comme d'ailleurs la parution de mon livre, hein, la nuit où votre livre il sort en librairie, vous ne dormez pas. Hein, c'est vraiment, savoir comment ça va être reçu, c'est quelque chose qui génère beaucoup d'angoisse. Maintenant, cette question plaisir et souffrance, oui, d'abord, quand vous êtes vraiment dans le problème, il y a un moment, souvent, où on perd tout libre arbitre, toute possibilité de choisir. Simplement, on a une mission à accomplir et on va l'accomplir, quel que soit le prix. Ça m'est arrivé, je trouve, de manière encore plus sensible quand j'étais embarqué dans des livres. Un gros livre de synthèse, un projet qui peut durer des années. Et il y a une sorte de déploiement du côté obsessionnel. Arrive le moment où vous pensez vraiment seulement à votre livre, nuit et jour, et puis le moment où vous commencez à vous en détacher. Le côté vraiment obsessionnel par moment. Juste une anecdote, au moment où j'étais dans le cœur de la réécriture d'un ouvrage d'un millier de pages, un projet qui me tenait vraiment à cœur, il y a eu deux moments particulièrement forts, on va dire. Le premier, c'est celui où votre bouquin il commence à tenir debout, mais il faut faire un premier passage complet pour harmoniser les notations, les problématiques. La première fois, faire quelque chose qui tienne debout. Après, vous allez pouvoir perfectionner, rajouter, mais pour la première fois, il faut que votre monstre que vous avez fabriqué il commence à tenir debout. Et ça, c'est un vrai gros travail. Il faut être très concentré, repérer, faire les correspondances entre les pages et les pages. Alors, j'ai adopté une technique extrême dans le genre rituel. J'ai attendu que ma famille parte en vacances. Je suis resté chez moi. J'ai fait un tour au marché. J'ai acheté toutes sortes de bons légumes. J'ai fait une grande soupe. Et ça a été ma seule nourriture pendant une semaine, à l'exception du pain que j'allais chercher tous les matins. Matin, de la soupe, à midi, de la soupe, le soir, de la soupe. Et du matin au soir, je lisais. Et j'ai dû faire ça pendant 8 jours consécutifs. Et après ça, ça commençait à prendre forme. Et un autre moment particulièrement prenant, c'est le moment où vous êtes dans la phase finale, mais il faut polir tous les détails et puis faire en sorte que toutes les parties soient au même niveau de finition. Et là, il y a plein de choses qui surgissent sur lesquelles vous ne contrôlez pas. Vous relisez le chapitre 18, vous dites « Ah, mais celui-là, c'est pas assez développé, ça n'a pas de sens. » Ou alors, chapitre 13, « Ah oui, mais dans le chapitre 19, je vais avoir besoin de ça, donc il faut que je développe plus cette partie. » Là, c'est très, très prenant à l'être, là, comme ça. Et taper. Alors, je me souviens d'une fois où j'étais invité à un colloque
où vraiment ça m'occupait toute la journée, je sautais les repas pour taper. À la fin du colloque, je dois rentrer chez moi, j'arrive à l'aéroport, je vois l'avion prêt à décoller, dans lequel je vais monter, et je me dis « catastrophe !» Je n'ai pas fait de sauvegarde, de sorte que si jamais l'avion se crache, on ne pourra jamais reconstituer la bonne version du livre. C'était vraiment ce qui m'est passé dans la tête, c'est dire le niveau auquel j'en étais arrivé. Donc il y a un moment vraiment où le bouquin il vous tient à cœur plus que n'importe quoi. Vous l'avez entièrement intériorisé, cette volonté d'accouchement, on va dire. Puis après, petit à petit, vous vous en détachez et puis vous allez être prêt pour repartir vers un autre projet. Et souvent, il y a ce problème dans la création, cette capacité à s'emballer de nouveau pour une nouvelle histoire. C'est très sentimental, cette affaire. Alors, je vais faire une autre remarque qu'on voit derrière plusieurs de tes commentaires. C'est le rôle, la dialectique entre la liberté et la contrainte. Fondamental. Comme tu as dit, on a besoin de temps pour laisser les idées se développer. En même temps, il est bon d'avoir des contraintes. Ça peut être une contrainte de temps, précisément, parce qu'il y a une échéance importante, il y a un colloque auquel vous voulez annoncer le résultat, ou vous devez terminer votre ouvrage avant telle date, ou ça peut être que vous commencez à fatiguer, et puis il va falloir se coucher, il y a une contrainte, quelque chose qui pèse. Ça, c'est important, je crois. Si vous avez trop de liberté, vous n'y arrivez pas. Ça peut être aussi une contrainte de forme. Dans le cas d'un compositeur, ça pourrait être la règle de composition qui se donne. Je ne sais pas moi, s'il décide qu'il est compositeur sériel, ou s'il décide qu'il veut utiliser tel agencement. Ou ça peut être dans le domaine de la littérature, les règles que se donnaient les gens quand ils faisaient l'Oulipo. De nos jours, il y a l'Oubapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, je vous recommande, avec des contraintes démentes et justement une créativité incroyable qui vient dans le cadre de ces contraintes. En mathématiques, ça pourra être la volonté de n'utiliser que certains axiomes ou que certaines formes de construction mathématique. Les contraintes, c'est, qu'est-ce qu'on va dire, en vous forçant à explorer quelque chose d'autre ou en vous mettant une pression, elles jouent un rôle fondamental. Et en même temps, vous avez besoin de liberté. Il y a une dialectique que je pense on connaît dans énormément de domaines de la création. Et puis, ça revenait aussi derrière cette remarque que ce n'est pas forcément le meilleur environnement qui va nous apporter les choses. Au contraire, peut-être être dans un environnement qui n'est pas le plus joyeux qui soit, ça naturellement vous met en condition pour vous évader, ça vous amène à penser à quelque chose d'autre. Je me souviens d'un chercheur, un collègue australien extrêmement réputé en mathématiques, star international, qui à un moment était en poste à Brisbane, une merveilleuse ville australienne avec une merveilleuse université où il avait des conditions idylliques, et puis il est parti. Il m'a dit « je suis parti parce que c'était pas possible, j'allais finir là sans faire rien, je n'avais rien à faire, ma vie était trop parfaite », et donc il est retourné à Canberra, qui est le climat le plus désastreux de l'Australie peut-être. Il pleut sans arrêt, là-bas il n'y a que l'université et le Parlement, et c'est là qu'ils sont extrêmement créatifs. Donc c'est pas forcément le meilleur environnement du point de vue des conditions matérielles. Et extrêmement important, en revanche, c'est l'environnement intellectuel et les rencontres, la façon dont il faut provoquer ces coups de foudre. Ça peut être aussi un environnement qui provoque naturellement des rencontres qui vont sonner comme des coups de foudre entre individus ou entre projets ou de nouvelles idées qui vont s'agglomérer. Ça, je crois que c'est important. On pourrait discuter pour savoir si on a des exemples, si les compositeurs, les grands compositeurs, on a des exemples où ils sont complètement isolés, ou est-ce qu'ils ont toujours besoin d'être dans un environnement intellectuellement important. Et puis, dernière remarque, la question du moment dans lequel on travaille. Évidemment, ça peut paraître une question anecdotique. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, ou qui sait quoi? C'est très différent, le genre d'état d'esprit. Vous êtes le soir. D'abord, il y a les réactions biologiques qui se font. Les sens s'aiguisent davantage. Vous avez la balance entre la partie visuelle et la partie auditive se modifie à l'approche de la nuit. Il y a si c'est le soir, tout ce qui est arrivé pendant la journée va tourner un peu en boucle dans votre cerveau avant d'être rangé par les rêves. Donc vous êtes dans un moment où le cerveau est dans un état plus confus un peu. Le matin, en revanche, vous avez possiblement des choses vous avez le souvenir des rêves. Moi, ça m'est arrivé, même si d'habitude je travaille le soir, ça m'est arrivé, et c'est
C'est absolument sidérant comme expérience. J'en décris une dans mon livre où je me lève le matin et carrément dans mon cerveau, il y a le début de la solution. Prends la transformée de Fourier, hein, ça sonne un peu comme va bouter les Anglois hors de France. Et c'est ça, prends la transformée de Fourier, fais passer de l'autre côté, et puis vous essayez, et puis ça marche. Évidemment, c'est le cerveau qui a réfléchi pendant les rêves, sans que vous compreniez pourquoi ni comment. Il a travaillé par analogie, il a travaillé au feeling, il a travaillé par intuition. Alors, énormément de choses intéressantes dans tout ce que tu viens de dire. Les compositeurs sont-ils toujours isolés quand ils travaillent ou est-ce qu'ils peuvent travailler en équipe? Alors, autant chez les improvisateurs, il n'est pas rare qu'il y ait de l'improvisation collective, c'est même, on va dire, dans le cas du jazz, une des choses les plus fréquentes qui soit, autant que chez les compositeurs, il y a bien des associations qu'on représente, en tout cas dans l'histoire de la musique de compositeurs qui étaient ensemble, groupe des 5 par exemple, au XIXe siècle, groupe des 6 au début, mais le groupe des 6 par exemple, c'est une invention de personnes autour de Cocteau. Cocteau avait un certain sens de l'entre-gens et un goût pour la publicité certain. Il a compris qu'il était préférable de promouvoir l'esthétique qu'il défendait dans le Coq et l'Arlequin en faisant appel à cette idée du groupe des 6 qui évoquait le groupe des 5 Russes du siècle précédent. Et ces compositeurs ont certes écrit une œuvre en commun, qui est Les Mariés de la Tour Eiffel, où chacun écrivait un passage, un morceau, mais pour le reste, c'est une expérience sans grand lendemain. Un peu plus tard, le groupe Jeune France organise des concerts où ils sont plusieurs compositeurs ensemble, mais il y a comme ça des associations de compositeurs qui vont avoir tendance à organiser des concerts entre eux, hein, parce qu'ils ont le sentiment d'être plus forts entre eux, mais j'ai assez peu présent à l'esprit l'idée de compositeurs qui travailleraient vraiment en commun. Vous pouvez avoir des compositeurs qui délèguent, sous-traitent une partie du travail d'orchestration, ça arrive. Souvent ils ne s'en vantent pas, mais c'est des choses qui peuvent se produire. Quant au côté obsessionnel, ça me fait penser à plusieurs choses. Est-ce qu'il peut arriver qu'un mathématicien finalement soit sur plusieurs chantiers en même temps? Est-ce qu'il arrive qu'un compositeur soit sur plusieurs œuvres en même temps? Pour des questions parfois liées au temps, là encore la contrainte temporelle peut jouer, il n'était pas rare que, ayant beaucoup travaillé sur une œuvre, j'étais dans l'obligation pour une commande de rendre pour un certain délai bien précis une autre pièce et que je me suis mis à travailler à l'autre pièce et à laisser provisoirement tomber la première. Alors c'est peut-être souvent une façon de revenir à un chantier que l'on a provisoirement délaissé avec des idées plus fraîches, plus neuves, et souvent c'est une bonne chose. À propos de cette dialectique étonnante de la liberté et de la contrainte, c'est vrai que la contrainte du temps est souvent une chose fondamentale pour moi compositeur. J'ai dit effectivement le privilège, presque le luxe que représentait pour le compositeur le fait d'avoir une longue plage de temps devant lui, mais sachez que cela vaut, on va dire, pour le temps de la composition effectivement dans la journée. Pour le reste, il m'est arrivé d'avoir des commandes qui sont a priori des commandes idéales où un commanditeur vous dit d'écrire telle ou telle pièce pour une formation qui va être plus ou moins précisée, une durée d'œuvre qui va être plus ou moins précisée, mais il vous dit je n'ai pas de contrainte temporelle, on trouvera bien un moyen de créer l'œuvre en question. Vous vous dites c'est idéal, je ne suis pas pris par le temps, et en réalité vous vous rendez compte que le fait d'être soumis à une contrainte qui va être je sais qu'à ce moment-là, il faut que la partition soit rendue, ou je sais qu'à ce moment-là, la partie du soliste pour un concerto soit écrite pour que je n'ai plus qu'à écrire l'accompagnement orchestral, le revêtement, on va dire, à l'orchestre. Ce sont là souvent des choses qui vous permettent d'avancer et d'avancer très bien. Donc la contrainte corporelle est là et elle est souvent présente. Le travail de l'inconscient, le travail du négatif, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'entends par le travail du négatif? Tu viens un peu faire référence. J'ai le sentiment que je suis peut-être un meilleur compositeur aujourd'hui que je l'y étais il y a 5 ou 10 ans pour une raison toute simple, qui s'appelle en réalité l'expérience, qui est que le temps qu'il me faut aujourd'hui pour chasser les mauvaises idées, entre guillemets, est beaucoup plus court. Ce n'est pas que j'aurai le privilège d'être frappé par la foudre plus fréquemment, c'est tout simplement que le tamis personnel qui va me permettre de faire une sélection entre ce et aider
idée que je vais pouvoir développer et ce qui est idée à jeter à la poubelle, si je puis dire, eh bien ce tamis est plus rapide, tout simplement avec l'expérience. Alors, y a-t-il de la même façon un travail du négatif qui évolue avec les années? On sait que la médaille Fields n'est décernée qu'aux mathématiciens de moins de 40 ans. Qu'est-ce à dire? Est-ce que les mathématiciens de plus de 40 ans ne sont plus du tout créatifs? Est-ce que leur créativité baisse avec l'âge? Pour quelles raisons est-ce qu'on considère que des mathématiciens devraient être récompensés pour leur travail plutôt avant 40 ans? Et est-ce que, en matière de mathématiques, l'expérience permet d'avancer plus vite? La réponse à la dernière partie de la question est clairement oui. Avec l'expérience, vous arrivez effectivement à faire le tri plus facilement entre les bonnes et les mauvaises idées. Ça se voit plus vite que l'idée n'a pas de chance d'aboutir. Il est vrai, en revanche, il y a une sorte de point d'équilibre général. L'optimum, si tant est que ça ait un sens, il est atteint en un certain sens quand il y a une compensation de deux courbes. L'une qui est plutôt décroissante, c'est la courbe des foudres. La foudre frappe plutôt plus souvent quand vous êtes jeune. Et l'autre qui est ce que Carole appelle l'expérience, le fait qu'on gagne en efficacité et puis qu'on gagne en exemple, qu'on a une plus grande gamme de situations auxquelles se référer, qui accroît votre efficacité. Et selon les disciplines, selon les individus, la courbe montante, la courbe descendante, elles se croisent, si j'ose dire, à des moments différents. Toutes sortes de situations se retrouvent bien sûr. En mathématiques, le poids de l'intuition par rapport à d'autres sciences est assez important, ce qui n'empêche que l'expérience joue aussi un rôle. En mathématiques, vous avez des exemples extraordinaires comme Galois, mort à 20 ans, après avoir effectué une petite révolution mathématique. Il y a peu de domaines de la science dans lesquels on peut faire ça. Ce qui n'empêche qu'on trouve aussi des mathématiciens toujours enragés et toujours productifs à 80 ans. Il y a là une question la moyenne ne résume pas de manière tyrannique ce qui peut arriver à toute la diversité des profils et des individus. La règle de la médaille Fields à 40 ans, elle est pour une raison simple, c'est qu'elle a une vocation autant de récompense que d'encouragement. Et les mathématiciens sont très attachés dans leur sociologie aussi à instaurer des règles. De la même façon qu'ils travaillent sur des règles avec un domaine qui doit être rigoureux, ils s'appliquent eux-mêmes des règles assez strictes. Mathématiques, ce sont ceux pour qui, par exemple, le recrutement non local est une règle qui est la plus facile à faire accepter. En mathématiques, médaille Fields à 40 ans, pour ceux qui appartiennent à ce groupe mythique, Bourbaki, un collectif mathématique publiant sous un pseudonyme, c'est démission à 50 ans. Point, c'est la règle. Même si vous êtes toujours productif, à 50 ans, on s'en va et on fait place aux jeunes. Et ainsi de suite. Et puis on peut devenir professeur très jeune. Je pense, j'ai eu mon poste de professeur d'université à 27 ans. Je pense que mon ancien patron de thèse, Pierre Villion, c'était 26 ans. C'est ce genre de choses qui est possible en mathématiques et accepté par le milieu. De toute façon, on sait bien, les jeunes finissent toujours par gagner, alors autant les favoriser quand c'est possible. Et il s'agit de maintenir aussi un niveau de curiosité, un niveau d'enthousiasme, ça participe au maintien du niveau de créativité. Est-ce que j'ai répondu? Je crois que j'ai répondu aux deux parties de la question. Je vais faire un dernier petit commentaire sur ces séances de travail que tu évoquais, dont je parlais, la question de l'écriture en boucle, des choses comme ça. Il y a plusieurs rôles fondamentaux que joue l'écriture dans le processus de création, à tel point que parfois on a le sentiment que c'est une extension de la pensée, voire on peut considérer l'écriture comme une partie de votre pensée. D'abord, l'écriture va servir évidemment à mémoriser, à retenir trace de vos idées, y compris dans une construction extrêmement complexe que vous n'auriez pas la possibilité de garder tout entière dans votre cerveau ou de l'embrasser tout entière d'un coup. Mais aussi l'écriture va jouer un rôle exploratoire.
En mathématiques, l'écriture va s'apparenter à des formules logiques dont vous testez la robustesse, un petit peu comme vous feriez des petites expériences si vous étiez dans un domaine, dans une science expérimentale, où je pense quand on est musicien ou compositeur, de la même façon qu'on testerait des petits morceaux, et puis il y a une sorte de boucle qui s'établit entre ce qu'on écrit, ce qu'on teste, ce qu'on expérimente, et puis ce qu'on pense, l'image qu'on se représente, la construction qu'on veut mettre en place. Alors j'avais lu un texte et un commentaire écrit par Ligeti. On a ça en commun, Carole et moi, que nous sommes des idolâtres, un peu de György Ligeti. Et il écrit dans son texte à quel point c'est important pour lui le travail de rétroaction. Alors il se met au piano pour tester une idée, et puis il se forme une idée dans sa tête de ce qu'il veut faire, il l'essaye, il compare avec son idée, il modifie l'idée, il modifie en conséquence ce qu'est le piano, et ainsi de suite. Et un travail de production mathématique, c'est aussi beaucoup comme ça. On essaye, on modifie le plan, on essaye, on modifie, et ainsi de suite. Avec l'écriture, le test mathématique sur de petites formules qui jouent un peu ce rôle qu'aurait l'expérimentation musicale au piano, peut-être. Merci beaucoup. Alors, je pense que cette séance aurait pu durer encore bien 1 heure de plus, mais le temps nous est compté, donc je remercie encore 1000 fois Cédric Villani d'avoir bien voulu se prêter à ce jeu de l'examen comparé de ce qui se passe en mathématiques et en composition du point de vue de la créativité, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce que j'ai pas dit, vous savez que historiquement, mathématiques et musique, c'est une longue affaire, même si il ne faut pas croire les gens qui vous disent que la musique c'est de la mathématique ou vice-versa, et que tel compositeur est super parce qu'il a mis des formules mathématiques dans sa partition. Ça, il ne faut pas croire, mais la mauvaise raison pour laquelle on met mathématiques au pluriel, et vous remarquez que je m'emploie à l'appliquer au singulier, c'est justement parce qu'au départ, mathématiques ont désigné par ça un ensemble de disciplines comprenant la musique. Au Moyen-Âge, la musique faisait partie des arts mathématiques. Merci.